Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale car pour la première fois sur la chaîne, on a un invité pour parler d'un film d'actualité. Cet invité, c'est Nicolas de la chaîne Artopolis. Donc, bienvenue Nicolas. Je ne sais Oui, pas si tu veux te présenter un petit peu. merci déjà pour l'invitation, Pam, parce qu'en plus c'est la première fois que tu invites quelqu'un, donc je suis premier invité, donc c'est tout un honneur. Et du coup, je t'inviterai également pour un futur sujet sur ma chaîne. Donc ma chaîne YouTube, c'est une chaîne qui parle de cinéma globalement. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres éléments culturels comme la musique ou de la bande dessinée. Mais bon, là, je me suis plus concentré sur le cinéma. Et ces derniers temps, j'exerce plus mon activité de réalisateur en publiant des films et des courts-métrages. Donc voilà. En gros, c'est une chaîne un peu bazar, on va dire. Un petit peu fourre-tout, mais du fourre-tout Ouais, de très grande qualité. merci. Je pense que beaucoup de gens qui me regardent te connaissent déjà, hein, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Arto, n'hésitez pas à aller voir ces derniers films qui sont superbes. Merci. Et du coup, on va parler dans cette vidéo d'un film d'actualité, le film Oppenheimer, donc le dernier film de Christopher Nolan. Et j'ai failli dire Xavier Dolan. Je sens que je vais faire je sens que je vais faire la gaffe à un moment. Désolé d'avance. Alors, le dernier film de Christopher Nolan. Alors, mais si on commençait simplement, Arto, tu me dis un petit peu ce que tu as pensé du film et aussi ce que tu as pensé de Christopher Nolan. Je ne sais pas du tout quel est ton avis sur ce Mm. réalisateur qui est assez controversé, on va dire, dans les milieux cinéphiles. Ah oui, 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 effectivement. J'ai commencé par mon rapport du coup avec Nolan. Alors c'est très particulier parce qu'en fait Nolan, ça commence pas très bien. Enfin non, ça commence très bien avec Batman Begins que je vois très jeune, qui est le premier que je vois. Bon, avec du recul, c'est peut-être le moins nolanien, enfin peut-être le moins intéressant des trois. Mais c'est un film que j'aime quand même beaucoup. Et si tu veux, après, la deuxième chose qui arrive, c'est Inception, qui passe à la télé et que j'arrive pas à suivre du tout parce que je suis, comment dire, je suis totalement perdu par ce flot de discussions sans queue ni tête. Et j'avais pas l'habitude d'un cinéma, j'étais très jeune hein, à ce moment-là, j'avais pas du tout l'habitude d'un cinéma un peu décousu comme ça. Par la suite, j'ai redécouvert le film en découvrant avant Interstellar. Et j'avais découvert aussi Dark Knight. Bon, voilà, mais c'était plus Batman, en fait, ma porte d'entrée pour Nolan. Et par la suite, donc, j'ai vu Interstellar. Ensuite, j'ai revu Inception, que j'avais pas mal réévalué, euh, que j'ai redévalué après. Enfin, c'est très particulier parce que Nolan, il y a eu des allers-retours, on va dire. C'est un cinéaste que j'ai adoré dans mes débuts de cinéphilie. Et il y a eu une période de sale gosse où j'ai vraiment, disons, condamné le réalisateur. Je l'ai rejeté de manière un peu bête, hein, dans le sens où vraiment, je sais pas si c'était pour suivre la mode, je ne pense pas, mais en tout cas, j'avais entendu les arguments et j'étais plutôt convaincu. Et j'avais revu un de ses films et j'avais pour le coup moins apprécié. Et Tenet qui arrivait à ce moment-là, j'avais pas vu au cinéma pour ça, parce que je voulais pas aller voir le film. Le film me donnait vraiment pas envie pour le coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est assez drôle, c'est que j'ai voulu rattraper quand même Tenet à la maison. Donc j'ai vu chez moi et j'ai adoré le film en fait. Tenet, c'est vraiment pour moi, un de ses meilleurs. Et, euh, et donc il y a une sorte de retournement de veste, qui n'en est pas forcément un, hein, mais en tout cas, j'ai reconsidéré par la suite Nolan en revoyant Interstellar, en revoyant Dunkerque, en revoyant tout le reste, en découvrant Insomnia il y a pas très longtemps, qui a beau être un des films mineurs pour moi de Nolan, est plutôt un film intéressant. Donc voilà ce que c'est. En fait, c'est un rapport assez particulier où maintenant, en fait, je prends vraiment le cinéaste au sérieux. Je n'ai pas forcément le rapport. Après, voilà, il y a le problème de Twitter et du rapport qu'il y a avec Nolan, et qui est un peu pas surévalué, mais pas du tout. Mais disons que je trouve qu'il n'y a pas d'approche intéressante de ce qu'est Nolan. Peut-être plus chez ses détracteurs, mais chez les personnes qui célèbrent, c'est un peu compliqué. Donc moi, vraiment, maintenant, pour le coup, je m'intéresse à Nolan en tant que cinéaste, en tant qu'auteur, avec ses hauts et ses bas. Moi, je trouve quand même qu'il y a plus de hauts maintenant, surtout par rapport au film dont on va parler. Et voilà, c'est un cinéaste moi que j'aime beaucoup, vraiment. D'accord. Du coup, tu es allé voir Oppenheimer en étant plutôt confiant.
Oui, sachant qu'en plus, ce qui est très intéressant, c'est que depuis un certain temps, Nolan a fait un peu évoluer son cinéma vers une espèce de poésie apocalyptique, Mmh. où dans tous ses films, il y a une espèce d'inquiétude qui est sûrement liée au fait que lui soit né dans cette période-là de la guerre froide. Et donc, dans tous ses films récemment, même avec à partir d'Interstellar, peut-être même avant, quoique non, parce qu'en fait, voilà, si, il y a quand même le fait qu'il y a la question du terroriste hein, qu'on revoit dans la trilogie Batman, mais Mmh. il y a quand même, c'est quand même vraiment à partir d'Interstellar où il y a cette espèce d'inquiétude qui parcourt son cinéma. Et lorsque je vois Dunkerque, c'est pareil, il y a une espèce d'inquiétude au point où en fait il fait un film de guerre assez particulier qui est rempli d'anachronismes esthétiques, même du traitement de la ville. Il n'a pas forcément effacé certains trucs de Dunkerque, parce que pour le coup, Dunkerque, c'est une ville que je connais plutôt bien. Et donc, ça m'avait étonné. Mais je me dis aussi qu'il voulait peut-être construire cette guerre comme un miroir du monde d'aujourd'hui. Et Tenet, bah, pour le coup, je pense que c'est l'explosion de tout ça. C'est un film qui est vraiment pétri d'inquiétude, qui évoque pas forcément le nucléaire, mais en tout cas la fin, Mmh. où il y a cette idée assez alléchante et assez belle du futur qui veut nous détruire en construisant une machine dans le temps, un voyage dans le temps. Et ça, c'est intéressant, vraiment, je trouve ça assez passionnant. Et donc, Oppenheimer était évoqué dans un moment dans Tenet, Ouais, justement pour d'accord. évoquer l'entropie, je Mmh. crois, je sais plus. Et, Ouais, ouais. euh, et donc, le fait qu'il fasse Oppenheimer ne m'étonne pas tellement, en fait. Mmh, 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 mmh. Ouais, oui, c'était la continuité logique de son bah, de ses intérêts, on va dire. De ses Ouais, intérêts, ouais. Mmh. c'est intéressant parce qu'en plus, j'ai cru comprendre qu'il y a longtemps qu'il voulait faire quelque chose sur Oppenheimer, mais il avait un autre projet qui a été piqué par Scorsese, qui devait D'accord. être de parler du cinéaste Howard, c'est Howard Hughes ou un truc comme ça, je crois, Mmh. Ouais, 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 qui ouais. est ce cinéaste totalement fou qui a voulu faire des films avec des batailles d'avions en vrai. Ce qui ne m'étonne Mmh. pas parce que bon, Nolan, Ouais. il est un peu dans ce truc-là hein, de Ouais, ouais, cinéaste ouais. démiurge qui aime le vrai. Enfin, le vrai Ouais, entre ouais. guillemets, c'est plus compliqué que ça. Oui, Mais oui et là, la campagne publicitaire autour d'Oppenheimer a ouais, énormément insisté, par exemple, sur la reconstitution en vrai des explosions. Il n'y a pas eu de CGI et cetera. Donc oui, oui, complètement. exact. Ouais, il y a un mais même en termes de matière filmique, il y a une volonté d'utiliser bah, du coup, de la pellicule puisque là pour Ouais, le on en parlera, mais Oppenheimer, j'ai vu en 70 millimètres. d'accord. C'est la première fois que je vois un film en 70 millimètres. C'est impressionnant. Pour le coup, c'est Mmh mh. vraiment impressionnant. Il y a quelque chose qui, je comprends mieux, c'est pas gadget chez Nolan. C'est pas un filtre, c'est pas pour faire cinéma qu'il fait ça. C'est vraiment il y a une envie de créer de la matière, filmique. Il y a une envie de créer quelque chose et en fait, c'est intéressant parce que le film, enfin, le film à la fois, dans le passé et en même temps dans le présent, enfin, dans le traitement, esthétique. Chez Nolan, il y a quelque chose, il y a un amour du traditionnel, de la tradition du cinéma, du gros cinéma, peut-être même le cinéma, l'âge d'or ou même le cinéma muet, dans sa manière de construire des espèces de films de démiurge, totalement fous, avec des moyens énormes. Et en même temps, il y a quand même ce traitement assez moderne de l'esthétique de son cinéma qui fait qu'il est dans un autre dans deux temporalités d'ailleurs, pour le coup. Et c'est Mmh. assez intéressant. Mmh mh. Complètement. Du coup, là, bon, tu n'as pas totalement répondu à la question. Je ne sais même plus si j'avais posé la question de: «Est-ce que tu as apprécié Oppenheimer?» mais on comprend Bah, quand du même coup, dans tes dans la façon dont tu en parles que tu as beaucoup aimé. bah, en fait, pour t'expliquer, euh, le film, j'avais un peu peur à un moment donné parce que je trouve que la campagne publicitaire était vachement agressive. Mais c'est pas le truc qui m'a le plus saoulé, c'est surtout cette espèce d'opposition entre Barbie et Oui. Oppenheimer, qui est plus une opposition de studio que de film. Donc c'est devenu une espèce de publicité un peu chiante pour deux films que moi j'aime bien, parce que j'ai vu Barbie aussi. Et en fait, bah, le film, j'attendais avec impatience. Déjà, moi, j'attendais depuis très longtemps que Cillian Murphy puisse être un protagoniste chez, Ouais.
chez Nolan. Et là, pour le coup, enfin, il l'est. Et d'ailleurs, c'est plutôt un bon choix parce qu'il est vrai que Cillian Murphy ressemble trait pour trait à Oppenheimer d'une manière assez troublante, Mhm. même au niveau du regard, ce qui est assez étonnant. Ouais, Parce qu'il faut pas. Oppenheimer, si on regarde des interviews, il a un regard assez particulier. ouais, Truc ouais, un ouais. peu angélique, destructeur, enfin je sais pas, mais c'est étonnant. Et donc, j'ai vu le film avec la team camarade Formica et Mitouk aussi, Nicolas, tout ça, et Simon Mani, et on a été assez unanime sur le film. C'est quand même un sacré film. Je me rapproche beaucoup de l'avis de Pierre là-dessus, c'est que en fait, je pense que c'est son meilleur film, dans le sens où il a, c'est un film qui compile toutes ses obsessions, tout en étant profondément ancré dans le réel. Mais il arrive à créer cette espèce en fait, j'avais la peur du biopic classique, tu sais, Ouais, oui, américain, oui. hollywoodien, du Rise and Fall, ce qui n'est absolument pas le cas du film, puisqu'en fait, je pense que le film n'est jamais véritablement un rise, c'est plutôt un fall dès le début, en fait. Mhm. Mais on aura l'occasion d'en parler. Et c'est vraiment un film, moi, qui m'a impressionné par plein de choses. J'étais troublé dès le début, en fait. J'étais totalement troublé par le film, mais troublé au point où j'y repense encore aujourd'hui, parce que il y a cette espèce de truc assez. C'est le film le plus triste de Nolan. Moi, Mhm. ça m'a profondément touché. Il y a cette espèce d'aspect d'inquiétude, mais éternelle, d'un homme qui vit avec une seule image toute sa vie, qui se construit au fur et à mesure, et ça, c'est assez impressionnant et terrifiant. Donc voilà. Ouais, ouais. C'est c'est intéressant. Enfin, tu as parlé de l'ancrage dans le réel et effectivement du fait que ce soit un biopic. Donc il y a à la fois le biopic à la fois il n'y a pas plus ancré dans le réel, mais en même temps d'un point de vue stylistique il n'y a pas plus académique que le biopic. Enfin c'est quand même Ouais. vraiment le film académique par excellence. Et c'est vrai que j'avais moi aussi cette crainte et ça me paraissait un peu surprenant parce que Nolan, qu'on l'aime ou pas, je dirais qu'il est quand même pas si académique que ça. En tout cas, il essaye de jouer de tirer des leviers qui ne sont pas si académiques que ça. Du coup, j'étais assez surpris enfin, j'étais assez curieux de voir comment il allait s'emparer du biopic. Et effectivement, comme tu l'as dit, il avait complètement évité, il a slalomé autour de la possibilité de faire un biopic, hein, comme tu dis, à la fois qui soit complètement linéaire, de la naissance d'Oppenheimer jusqu'à sa mort. Et en même temps, il a évité, comme tu dis, ce schéma montée-descente en voici Oppenheimer à son prix, mais ce qui aurait pu être le cas, parce que la vie d'Oppenheimer en elle-même, et ça c'est très intéressant qu'il n'ait pas rebondi là-dessus, la vie d'Oppenheimer a été dans ce schéma de Rise and Fall. Il a monté d'Oppenheimer dans le milieu académique, puis dans les sphères politiques, jusqu'à son triomphe, qui est d'ailleurs figuré dans le film, avec Oppenheimer reçu par le président, Oppenheimer qui fait la une du Times, Oppenheimer qui est partout, donc il est à son sommet, et après ce sommet, il va s'effondrer. Et pourtant, c'est vrai que ce n'est pas du tout le schéma qu'emprunte le film. Finalement, la chute d'Oppenheimer, elle a commencé bien avant que Oppenheimer soit figuré sur la une du Times. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et en fait, je pense que cette chute, elle se manifeste dès l'instant en fait où il a ces espèces de visions. Parce que ça, il faut en parler. En fait, moi, je m'attendais, lorsque j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais quand même à un aspect très expérimental avec ces espèces de représentation atomique très et pas que atomique, il y a quelque chose d'assez même dans la manière où il fait ça, il y a quelque chose de très abstrait ou parfois et c'est Cinephiles Valérian de la chaîne Ouais. Cinephiles qui en parlait très bien, c'est la question de la pluie et des gouttes et de l'eau. Et comment, en fait, il évoque la bombe atomique, et en tout cas l'apocalypse par rapport à ces espèces de gouttes d'eau. C'est quand même assez. En fait, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que c'est un de ces films, peut-être à partir quand même d'Interstellar, mais même avant, mais je pense que plus il avance, plus il construit un point de vue subjectif qui est dans ces films, qui est tourné mais
à 100% autour du personnage, et en même temps, il aime bien aller vers quelque chose de plus objectif. Donc, c'est ce qu'il fait dans Oppenheimer, où il y a deux temps. Il y a Mhm. fission, il y a fusion. Et effectivement, l'apparition de la... Alors, je crois que c'est fusion et fission, je ne sais plus, parce que c'est lié à la bombache pour la Ouais, deuxième partie, enfin, deuxième ouais. temporalité. Et, euh, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que dès le début, il y a le futur qui est là. Enfin, en tout cas, le futur de cette espèce de séquence que l'on trouvera à la fin, qui est en noir et blanc et qui est du point de vue de Strauss, qui est une sorte de politique véreux qui profite des scientifiques, qui profite de la mort aussi, parce que bon, Mhm. il a sa part de responsabilité là-dedans. Et sa crainte, c'est de n'être qu'un simple marchand de chaussures et de ne pas être un ministre, quoi. C'est vraiment ça. Et je trouve que c'est intéressant la manière dont le futur, encore une fois, comme dans Tenet, détruit le présent. Comment Ouais. le futur vient hanter le présent et comment, en fait, c'est impossible de vivre dans le présent. Parce Mhm. que c'est comme si, en fait, Oppenheimer, au début, et c'est comme s'il était un personnage qui était possédé par des visions. D'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup, le début qui est assez, qui décontenance. Et Oui, oui, complètement, oui. très, c'est très bizarre. C'est la première fois que moi je vois ça chez Nolan, où en fait il commence son film avec un plan très medias res, très, voilà, on n'a pas le temps de s'en imprégner, qu'il passe directement sur les visions, sur cette espèce d'implosion ou de retenue de l'implosion qui ne cesse d'être dans cette introduction avec donc ces fameuses visions qu'il a. Au- et les pulsions de mort aussi d'Oppenheimer, le moment où il va empoisonner son prof avec la pomme, et ce qui Mhm. évoque un peu Blanche-Neige aussi avec la pomme verte de la sorcière, etc. Donc il y a un truc un peu fantaisiste derrière tout ça. Et c'est intéressant la manière dont il construit cette espèce de rapport qu'entretient Oppenheimer avec le monde, et en même temps le temps qui le rattrape. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Euh, et également, tu parlais, j'ai bien aimé quand tu as parlé de l'objectivité de la subjectivité. Euh, moi, quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est justement à quel point finalement la violence de ce qui est créé, enfin, on crée quand même l'arme ultime, l'arme de mort ultime, et cette violence-là est presque au second plan par rapport à la violence qu'anticipe le personnage d'Oppenheimer. Et ça va se traduire énormément dans le son. Bon, on va forcément reparler du son, parce que je sais que tu aimes beaucoup la musique et le son, et que tu as beaucoup aimé cette musique-ci en particulier. Mais en tout cas, le son, enfin, le film, bon, c'est un petit peu quelque chose dont les gens aiment se moquer chez Nolan. Enfin, c'est quand même très très fort. Ça fait beaucoup boum boum. Mais justement, ce boum boum, moi je pensais que ce serait le boum boum de la bombe. Mais en fait, non. C'est le boum boum de beaucoup de choses qui sont dans Hmm. la tête d'Oppenheimer et qui sont pas du tout le son de la bombe. Et il va y avoir cette opposition très magnifique avec finalement la bombe qui est silencieuse en fait. La bombe qui est tout d'abord silencieuse quand elle est montrée, quand elle est figurée à l'écran, et qui ensuite va être silencieuse parce que hors champ à Hiroshima et à Nagasaki. Et, et après ce silence assourdissant de la bombe, qui correspond finalement à la façon dont Oppenheimer l'a perçu. Encore une fois, c'est vraiment une vision, une audition subjective de la bombe, un silence. Après ce silence-là, ça va être de nouveau le fracas de la violence humaine qui va complètement rattraper Oppenheimer et qui va envahir du coup l'espace sonore du film. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y a. Encore une fois, oui, comme tu disais, j'aime bien le fait que tu dises envahir, parce que c'est totalement vrai. Il y a cette espèce d'envahissement, de contamination, parce qu'en fait, c'est intéressant. Comme c'est un film qui ne prend pas le temps de se poser. On a tout le temps l'impression que ces gens sont dans l'urgence, qu'ils sont aussi pris par ce qu'ils font. Donc il y a une forme de passion.
Et ça, c'est vraiment le truc qui est très fort que fait Nolan, c'est qu'il arrive à montrer qu'en fait, il y a une ambiguïté morale derrière tout ça. C'est où je ne suis pas trop d'accord avec les gens qui disaient que le film était à vomir sur certains aspects. Je comprends pas trop, parce que oui, même si effectivement, cette séquence de la bombe esthétise un petit peu tout ça, mais en même temps, c'est fragmenté, c'est intéressant, parce il spectacularise pas, mais en même temps, il y a quelque chose de spectaculaire qui en ressort. Donc, est-ce qu'il nous met à l'épreuve là-dessus? Est-ce que c'est nous, d'ailleurs, qui sommes le problème dans la situation? C'est-à-dire que est-ce que c'est nous qui jouissons de cette explosion, qui trouvons que c'est beau? Ou est-ce que c'est parce que aussi il y a Oppenheimer qui est là, qui la trouve belle, ou parce qu'il est fasciné, ou parce qu'il a peur? C'est intéressant parce que dans cette séquence-là où on n'entend que l'inspiration d'Oppenheimer, on ne sait pas ce qu'il pense. On le sait peut-être après, où il se rend compte, lors de la fameuse scène du speech, du discours, que de la conséquence. Et ça, c'est un truc pareil qui a été reproché, avec lequel je suis assez en désaccord, et Sinfise, pareil, avait dit quelque chose d'assez juste, c'est qu'il n'y a pas besoin de montrer les Japonais, en fait. Il n'y a pas besoin. Parce que c'est largement suffisant de montrer à quel point toutes ces images, elles rattrapent les personnages et ils ne pourront jamais les voir véritablement. Même lorsque Oppenheimer regarde les images littéralement au cinéma, on ne les voit pas. Et lui, il semble détourner le regard d'ailleurs. Donc, il est quelque chose de... Et donc, il y a cette fameuse scène du speech quand même qui est assez étonnante, quoi, où il y a cette espèce de montée de jouissance de la mort, de violence verbale qui monte, et en même temps, il y a cette réalité qui rattrape, notamment lorsque l'image brûle littéralement, à plusieurs moments dans le film, où il y a ce blanc, cette espèce de clarté très violente qui apparaît. Et, donc, et le son, le fameux travail du son qui est quand même très important dans le film, de ces marches, de ces gens qui... Moi, en fait, pendant le film, j'avais pensé que c'était... Et d'ailleurs, c'était pareil dans la bande-annonce, que c'était l'équivalent du son de la bombe ou quelque chose qui est lié au son de la bombe. Pareil, oui. Pas du tout ça. C'est littéralement la jouissance de tout ça, de comment cette entreprise assez macabre va évoluer et comment on l'aperçoit. Et c'est ça qui est assez incroyable dans le film. Et je trouve ça très fort, en fait. Parce que Nolan, pour le coup, contrairement à d'habitude, parce que Nolan, on va pas se cacher, c'est un cinéaste assez dirigiste dans l'émotion. En tout cas, dans notre rapport à l'émotion, à comment on la reçoit. C'est vrai que c'est un peu l'écueil qu'on peut faire à Interstellar, même si je trouve que c'est un film magnifique, c'est qu'il dirige un peu l'émotion. C'est vrai, il y a la séquence pour pleurer, quoi. Mais c'est un film que j'aime beaucoup. Et là, je trouve que quand même, il arrive à créer une espèce d'ambiguïté qu'il y avait déjà dans Tenet, avec cette espèce de comment est-ce qu'on va recevoir ce personnage qui est vide du protagoniste et qui découvre en même temps que nous les choses. Et ça, c'est intéressant. Et là, on a un personnage qui connaît tout. Nous ne savons pas où nous sommes. On est perdu dans tout ce flot de paroles et d'images. Par contre, on saisit quand même l'ambiguïté de tout ce qui est montré. Et la descente aux enfers de la fin, elle ne peut qu'être bouleversante. Parce que il y a quelque chose d'assez puissant là-dedans, notamment dans la manière de brosser le portrait du macartisme et surtout comment, en fait, Oppenheimer va être habité par une image. Ouais. En fait, le film, tout du long, m'a fait penser à cette phrase que répètent beaucoup les pro-armes aux États-Unis et qui est assez risible et qui souvent leur est un peu rejetée dessus. Et là, je pense que ça résume très très bien le film. C'est que weapons don't kill people, people kill people. Et là, ça me semble être un peu le cas. Le film raconte la conception d'une arme et montre à quel point finalement cette arme n'a pas à être utilisée. Et pour moi, c'est le point de basculement du film. La première moitié du film, on nous explique que cette arme, c'est l'arme qui va pouvoir stopper les nazis, qui vont avoir la même arme en face, que si les Américains n'utilisent pas cette arme contre les nazis, c'est les nazis qui les utiliseront sur les autres. Du coup, là on est dans l'acceptation que oui, cette arme, effectivement, bon, ouais, c'est pas très bien, hein, parce que c'est quand même bien. C'est pas bien les armes, mais bon, celle-ci, elle est acceptable. Et il y a le moment où les nazis sont vaincus et où cette arme devient vaine.
Et à ce moment-là, l'utilisation de cette arme devient une affaire humaine, en fait. Et je trouve qu'à ce moment-là du film, on bascule complètement sur finalement voir que le danger est moins l'arme qui existe et qui peut être juste stockée dans un hangar au cas où il y a des nouveaux nazis qui apparaissent, euh, mais ce sera à la place vraiment l'homme lui-même qui va prendre le dessus. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'arrivent vraiment tous les conflits d'ego, les conflits de ce scientifique, j'ai oublié son nom, donc celui qui veut développer la bombe à fusion, la bombe Ah H. oui, oui. J'ai oublié qui c'est, et c'est une honte. Et aussi donc Strauss qui devient à ce moment-là littéralement le méchant du film, alors que jusqu'à présent ça allait. Hein, on n'avait pas encore vraiment compris que c'était quelqu'un de malfaisant. Naturellement, bah, le président. Enfin bref, on passe dans et aussi le public qui jubile en tapant des pieds sur les gradins. C'est à ce moment-là qu'on voit que finalement le danger ce n'est pas l'arme, mais c'est les gens qui veulent utiliser cette Mm. arme. Et à quel point finalement Oppenheimer a été un pion. Et à ce moment, enfin, d'ailleurs, bon, tu dis qu'il est pas si dirigiste que ça. Moi, j'ai trouvé qu'il était un petit peu dirigiste dans son message. Enfin, j'ai pas trouvé que le traitement qu'il donnait Mm. d'Oppenheimer était si ambigu que ça. Pour moi, dans la deuxième moitié du film, on ne peut pas ne pas plaindre Oppenheimer. En tout cas, Ah hein, oui, oui, oui. Oui. pour moi, il a vraiment fait le portrait d'un homme acculé, d'un homme plein de scrupules, plein de remords, d'un homme qui a fait le deuil de ses ambitions passées. Donc, dans ce sens-là, j'ai quand même l'impression qu'il est un peu dirigiste en montrant que non, vraiment, Oppenheimer, c'est un chic type. C'est un chic type, hein, qui fait preuve de malchance et qui a fait les mauvais choix. Bon, j'exagère un petit peu, mais quand même, j'ai eu un peu ce ressenti-là. Et du coup, il y a cette opposition entre Oppenheimer plutôt, voilà, plutôt bon et l'ensemble de l'humanité, euh, tous tous les autres qui, eux sont vraiment décrits comme les pires personnages. Ouais. Oui, oui. Alors, c'est Edward Teller, qui est joué Oui, par, d'ailleurs, par un des frères Safdie, Benif oui, Safdie, il me semble. ouais, Ouais, oui, oui, effectivement, c'est pas si ambigu que ça, mais par contre, enfin, si, c'est quand même ambigu dans le sens où, oui, peut-être qu'on ne peut que plaindre le personnage à la fin, mais il reste quand même l'idée que ça reste l'inventeur de la bombe et que bien sûr. le procès qui lui est fait est presque légitime dans le sens où, oui, c'est le gars qui, à un moment, il aurait pu refuser, quoi. Et il y a quand même cette espèce de. Enfin, moi, c'est l'association que j'ai eue. C'est que même si effectivement il y a une volonté de racheter la mémoire d'Oppenheimer vers la fin, il y a quand même cette espèce de. En tout cas, Oppenheimer, on sent on sent qu'il est dans l'autodestruction. Donc Oui, oui, c'est là où l'ambiguïté, pour moi, elle demeure. Peut-être que l'ambiguïté est moins là lorsqu'effectivement, Nolan veut quand même excuser le personnage, mais en tout cas, du rapport qu'entretient Oppenheimer avec cette espèce de procès, il y a quand même la sensation qu'il se rend compte de quelque chose. Mais Mais qu'en même temps, tu parlais de subjectivité plutôt, et je pense que là, on est au cœur de ça. Objectivement, le film montre un personnage sympathique, mais subjectivement, Oppenheimer vit ce procès et d'ailleurs, objectivement, le procès est un simulacre. ouais. C'est un faux procès, c'est une pièce de théâtre, c'est un film dans le film. Mais en revanche, subjectivement, Oppenheimer le vit comme le véritable procès de l'inventeur de la bombe atomique, ce que le procès n'était pas. C'est ça. Exactement. Oui, d'ailleurs, tu parles de mise en scène, où il y a littéralement la mise en scène du procès à un moment que l'on voit représenter. C'est assez intéressant, cette volonté de montrer l'envers du décor. Et oui, oui, effectivement, l'ambiguïté, voilà, elle disparaît peut-être un peu plus, mais en même temps, c'est difficile de totalement aimer Oppenheimer dans le film, quoi. Oui, bien Enfin, sûr. moi, c'est vraiment l'association que j'ai eue, c'est-à-dire que c'est, c'est, euh, moi, je le plains dans le sens où moi, ce qui m'a touché vraiment, c'est le fait qu'à la fin, il voit le futur. Et Mhm. il n'y a rien de plus terrifiant que de voir ce qui nous attend et de voir ce que l'on a laissé dans l'histoire. Et on en Mhm. revient un peu à cette séquence assez formidable et que l'on voit d'ailleurs dans notre film du cinéaste, mais de Requiem pour un massacre, où en Mhm. fait,
le gamin qui tire sur le portrait se rend compte de ça. Alors, il voit le futur, il voit le passé aussi, et il se rend compte que c'est pas si facile que ça. Et c'est ça qui est assez fort. Pareil dans Rasputin d'Enem Klimov, du même réalisateur, où en fait Rasputin voit les révolutions russes en images d'archives. Donc il voit le futur. Et là c'est pareil, Oppenheimer est une sorte de personnage Nostradamus qui voit les conséquences de ses actes se mettre en place. Et d'où on en revient à cette discussion avec Einstein, qui est... Ouais. Alors j'aime beaucoup le traitement d'Einstein dans le film, où en fait finalement tout ça, cette espèce de préoccupation qu'il y a eu au début, d'implosion du ciel, de la flamme éternelle, elle se confirme. C'est ça qui est intéressant, c'est que on a, en fait, ce qui touche dans le film, c'est surtout que le personnage ne pourra plus jamais être tranquille. Ouais. Voilà. Il a conscience de ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'était le cas d'Oppenheimer dans la vraie vie. Ça, pour le coup, je ne sais pas du tout. Mais j'ai cru comprendre que oui, parce que l'interview que j'avais vue, il semblait plutôt alarmiste par rapport à ce qui nous attendait. Puis bon, le but d'Oppenheimer, c'était surtout de se servir de la bombe pour pouvoir ne plus s'en servir. Donc c'est discutable, mais le but, c'était d'empêcher qu'il y ait un programme nucléaire. Sauf que, et d'ailleurs, j'ai vu un sujet là-dessus aujourd'hui, c'est le premier test a donné place à plein de tests, notamment français, anglais, russe. Donc, il y a quand même quelque chose qui fait que Oppenheimer a, malgré lui, provoqué l'inverse de ce qu'il voulait faire. Oui, bien sûr. Oui, complètement. Complètement. On parlait du son. Là je change de sujet. On parlait du son. J'ai vu quelques tweets de toi qui parlaient de la musique. Est-ce que tu as envie un petit peu de donner ton avis sur la musique en elle-même et son utilisation dans le film? Bien sûr. Bon, déjà, moi, je trouve que Garenson, je crois, Ving Garenson, qui est un des élèves de Zimmer, surpasse presque son maître dans ce film-là, parce que la musique qui est tout le temps là, alors ça, c'est quelque chose qui peut ne pas plaire. Moi, ça ne m'a pas déplu dans le sens où ça va totalement avec cette espèce d'idée de brouhaha constant d'atomes. Hein. Les personnages sont véritablement des atomes en mouvement tout le temps. Il y a quelque chose qui relève du mouvement perpétuel. Et cette musique, je la trouve assez incroyable entre ce mélange entre électronique et musique plus symphonique. Moi, m'a beaucoup plu, notamment le thème qui est joué, qui est un mélange donc de musique électronique. À la fois aussi, elle utilise, je crois, un violon ou un violoncelle, et on a aussi une harpe. Et cette espèce de truc, de sonorité assez plaignante, plaintive, de sortes de trucs qui touchent à la fois la grâce. J'ai trouvé ça magnifique dans le film, en fait. Et il y a donc tout le travail sonore aussi, parce que la musique parfois vire vers le design sonore. Alors c'est ce qu'on reproche à Zimmer d'ailleurs. Alors moi ça ne me gêne pas parce que pour moi ces compositeurs-là s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on a fait avec la musique concrète ou ce qu'on a fait avec les groupes de recherche musicaux. Bien sûr, complètement, oui. Donc Zimmer, effectivement, on peut ne pas apprécier le fait qu'il se répète et qu'il ait des envies de plagiaire, on va dire, mais en même temps, j'aime bien ce qu'il a apporté à la musique, c'est-à-dire à la musique de film. Parce que oui, par exemple, lorsqu'on écoute, alors je sais que tu n'aimes pas trop le film, mais lorsqu'on écoute la BO de 2049, Blade Runner 2049, il y a cette espèce de truc qui fait que la musique semble être indissociable du milieu qui est filmé. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Alors, bon, tu connais mon avis sur le film, et en particulier, c'est vrai que j'avais particulièrement détesté la musique. Pour moi, la musique avait complètement détruit l'immersion qu'il pouvait y avoir, et je dirais
pour le coup, en étant envahissante dans un mauvais sens. Je suis complètement d'accord avec toi sur la musique dans Oppenheimer, qui est envahissante. Et au début, ça m'a vraiment énervé. Je dirais la première heure, je me suis dit que Ouais. c'était extrêmement pompier. Et après cette première heure, j'ai compris que ça faisait partie, comme tu dis, du brouhaha de l'univers, brouhaha de la conscience finalement d'Oppenheimer, brouhaha de la violence du monde. Mais et à partir de ce moment-là, j'ai complètement accepté que la musique était là pour faire partie de ce brouhaha et comme tu dis, presque se muer en bruit de temps en temps. Enfin, et vraiment, enfin avec ce dialogue entre vraiment musique, design sonore. Mais dans Blade Runner, j'avais pas ressenti ça. Pour le coup, j'avais vraiment senti Mm. un j'avais senti un boucan qui était posé sur une action. Et bon, après, je sais aussi que j'ai pas été très objectif parce que j'adore la musique de Vangelis Ah oui. pour le Blade Runner originel. Et, et forcément, mon regard était le regard de quelqu'un qui voulait comparer les deux. Peut-être que je sais que je devrais faire l'effort de revoir le film en essayant de sortir de la vision que Blade Runner 2049, c'est une suite. C'est 2049, c'est ça? Oui, Oui, 2049. 2049. Ouais, ouais, je comprends. Effectivement, après, vraiment, j'avais cette sensation en voyant le film que la musique était indissociable des formes, en tout cas Mm, des immeubles, etc. Euh, on a un autre cinéaste qui faisait ça très bien, c'était Carpenter, oui. qui, dans New York 1997, avait très bien réussi à créer des formes. Enfin, la musique vraiment était indissociable de la forme qui entourait de ces espèces d'immeubles. Pareil, je pense notamment à la séquence du planeur, Mhm, par exemple, en reprenant d'ailleurs un classique de la musique classique. Donc, et évidemment, dans Blade Runner, l'original, c'est pareil. Vangelis, quand il fait la musique, enfin, pour moi, c'est littéralement l'incarnation sonore du décor. bien sûr, C'est oui. indissociable. C'est intéressant parce que, et pareil dans Oppenheimer, la musique est indissociable aussi de la forme, de tout ça, de cette espèce de personnage qui est Oppenheimer, de figure. D'ailleurs, il y a quand même un truc intéressant, c'est que le premier teaser du film montrait Oppenheimer comme une espèce de forme désincarnée, donc qui Mm, porte un chapeau avec son espèce de ciré là. C'est c'est assez étonnant parce que dans le film, il y a la même chose. Ça se passe réellement, puisqu'on voit qu'il quitte un uniforme qui ne lui va pas, il remet son habit, son costume oui, comme un super-héros ou comme un super-vilain, ça dépend comment on oui, peut oui. l'interpréter. Et je trouve ça assez fort, cette manière qu'il a de désincarner Oppenheimer en même temps, et tout en le rendant profondément touchant. C'est ça qui est assez beau dans le film, c'est qu'il arrive à créer ça, et la musique s'accorde très bien avec ça, notamment dans la manière. Au début, cette musique qui symbolise aussi son. On dirait qu'il est un peu sous drogue au début quand même, hein. Il y a cette espèce de sensation il est même dans un mal-être. Moi, j'ai pensé à la séquence, dans une moindre mesure, à la séquence d'alcoolisme du Cercle Rouge où Yves Montand Mm, est enfermé dans une pièce et il voit des visions et qu'il y a des créatures qui s'avancent, etc. Et qu'il y a mm, avec une mise en scène totalement différente pour le coup, mais il y a cette sensation vraiment de mal-être. Et c'est intéressant parce que ce début où Oppenheimer perçoit les atomes, etc., avec la musique qui vraiment écrase le reste, et en même temps s'incarne plutôt bien là-dedans, dans ce brouhaha, comme on disait, eh bien, pour moi, on n'est pas loin de cette idée quand même de cauchemar. Il y a un truc un peu ambigu, pareil, où on ne sait pas si c'est de la fascination, si c'est une souffrance d'avoir ces visions-là. Euh, ouais, Peut-être que c'est une souffrance d'ailleurs pour pouvoir mm, mettre à jour la bombe atomique, parce que finalement, la bombe atomique, c'est l'incarnation de ses propres visions, quoi. mm, 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 mm. Et en même temps, c'est aussi ces visions qui correspondent à son succès scientifique finalement. C'est ça qui lui permet allez, je dirais le premier tiers du film, à Oppenheimer de devenir un chercheur influent et un chercheur qui compte et qui permet à la science de progresser. Parce qu'il y a justement cette discussion, si je me souviens bien, à propos de la mécanique quantique, comme quoi c'est une théorie qui est incompréhensible et une théorie qui échappe complètement à la raison humaine. Et dans un sens,
il faut une espèce de vision de folie pour pouvoir extraire cette théorie rationnelle, en fait. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça fait penser un peu à ce qui était dit dans Tenet, où il y a un moment, il faut plus chercher à comprendre parce que ça nous échappe. Mm, Euh, alors, il y a des gens qui perçoivent ça comme une sorte de mépris de la part de Nolan envers son spectateur, parce que Nolan veut rendre ses spectateurs plus intelligents, ou Nolan voudrait prendre ses spectateurs pour des imbéciles. Bon, moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense simplement que Nolan veut nous confronter à des choses qui nous échappent, mais même, même qui échappent au personnage. oui. Euh, et c'est là où c'est plus intéressant qu'un simple mépris ou une simple recherche de rendre intelligent. C'est que Nolan, ce qu'il veut faire, c'est surtout esthétiser la science. Mm. Ouais. Et ça c'est un point. Je dois l'avouer que c'est un des points pour lesquels j'ai voulu t'inviter toi pour discuter de ça, parce que je sais que il y avait la musique naturellement, mais je sais aussi que tu as un rapport très esthétique à la science et que forcément la façon dont Nolan traitait de ça dans ce film, c'était quelque chose qui allait te toucher particulièrement. Donc je te laisse développer par rapport à ça. Exactement, parce que pour le coup, moi, je suis pas quelqu'un qui soit doué en sciences. Il y a des choses qui m'échappent totalement. Les discussions avec Pierre sont passionnantes pour ça, où je comprends rien à ce qu'il me dit, mais c'est fascinant. Mais parce que donc Pierre fait la physique Ouais. quantique, qui Ouais. est camarade Formica sur Twitter, et le film lui a beaucoup plu aussi pour ça, hein, pour cet aspect de représenter esthétiquement la physique quantique. Ouais. Moi, ce que j'aime bien chez Nolan, c'est que il est pas loin, il est pas très éloigné de l'art contemporain, dans le sens où, en tout cas, l'art moderne plutôt, parce que c'est vrai que l'art contemporain c'est un peu trop large et puis c'est pas très clair. Mais l'art moderne, en tout cas, il est dans cette idée quand même d'installation de quelque chose qui relève de la. Mais moi, je pense par exemple à un truc tout bête, mais la machine à voyager dans le temps de Tenet, qui a Mm. un truc qu'on sent absolument pas venir, qui est une sorte de bloc intégré dans du béton. Et c'est intéressant parce qu'on dirait vraiment une installation artistique. Il y a pas de, c'est comme si quelque chose qui venait parasiter le monde réel. Puis c'est ça, hein, d'ailleurs, le projet quand même de l'art moderne, c'est au-delà d'aller dans l'idée quand même de dépasser, alors c'est ma perception de cet art-là, euh, au-delà de l'idée de simplement représenter des choses, il y a quand même l'idée aussi d'intégrer littéralement l'œuvre d'art dans le réel, Oui. même si ça Oui. nous échappe. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve que Nolan fait la même chose avec la science. C'est-à-dire que cette espèce ces perceptions qu'il a, au début Oppenheimer, on dirait des œuvres d'art. Vraiment, on Mm. dirait des peintures, on dirait des installations, on dirait un jeu de lumière, on dirait ce qui doit être sûrement le cas, puisque en fait, il a réalisé. Donc, il y a quand même la volonté de créer quelque chose sur le plateau pour que ça soit tangible, et en même temps, on installe cet effet spécial dans le champ du Oui. réel. Donc, Oui. cette mini-bombe nucléaire qui a été créée à partir d'un mélange, etc. On a vu des photos, c'est assez étonnant. Et, et il y a quand même, c'était au début, ce moment où Oppenheimer regarde Picasso. Oui. Ça, c'est intéressant parce qu'en plus, Picasso a un lien avec la physique quantique, puisque c'est en lisant du Einstein, il me semble, qu'il s'est mis à peindre, ou un truc comme ça, où il y a une œuvre d'art qu'il a D'accord. faite et qui, en s'inspirant, il n'avait rien compris au texte d'Einstein, mais ça lui avait donné l'envie de peindre, en fait. C'est D'accord. intéressant parce D'accord. que Ouais. il y a c'est vrai que l'art moderne, il est fragmenté euh, comme des atomes. Il y a quelque chose Mm. qui fait que on parle souvent d'art notice. Alors, c'est pas totalement vrai. Effectivement, il y a toujours une espèce de notice qui se greffe à l'installation, mais l'installation en tant que telle, elle provoque dans tous les cas quelque chose. Elle nous échappe un peu comme la science. Il y a quelque chose qui, voilà, la science fait partie du réel, et en même temps, ça se greffe au réel dans le sens où on explique quelque chose qui paraît irréel à la base. Des phénomènes qui Oui, échappent. oui. Comme le fait de représenter un atome, c'est compliqué parce que voilà, c'est des choses qui nous échappent, même en termes de taille, de diamètre. Mm. C'est ça qui est intéressant, c'est aussi cette manière de mettre une esthétique sur l'invisible, etc. Je trouve ça vachement Mm. passionnant. Et
Voilà, c'est ça qui est. Et même quand il filme la bombe, pareil, quand il quelque chose qui relève quand même de la matière, de l'installation, de comment ce truc-là évolue dans le paysage. Oui, 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 oui. Oui, oui, et l'installation de la bombe, au sommet de cette tour, c'est vraiment pour moi, on dirait presque le transport d'une œuvre d'art, hein, dans un musée, dans sa caisse, qu'on déballe soigneusement comme quelque chose de très précieux et sur lequel il y a une vision plus esthé je dirais qu'il y a une vision presque plus esthétique sur la bombe avant qu'elle ne soit lancée que sur l'explosion elle-même. C'est vrai. Sur sa fabrication même, Mmh. quand on voit Oui, 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 c'est ça, quand on ouais. Les les billes, morceaux. bon, ouais. Ouais, Ah oui, non, les morceaux, moi, c'est vrai que oui, il y a les j'avais billes. beaucoup aimé cet empilement des billes, qui Mmh. encore une fois mettait en hors champ la construction de la vraie bombe. Ouais. On ne voyait pas la construction de la vraie bombe, on a juste vu des billes remplir un vase et quand le vase a été plein, on a vu 4 morceaux s'assembler et c'est bon, on a maintenant l'objet bombe, hein, qui est présent. Puis c'est intéressant, on en revient encore au rapport qu'il entretient avec le brutalisme, cet art architectural. Donc le Mmh, brutalisme, c'est ce mouvement architectural qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui et qui a été surtout très, très à la mode pendant la guerre froide, qui est ce style un peu bétonné, avec des formes très brutes, mmh, etc. Et on retrouve même dans l'esthétique de la bombe avec cet empilement de ouais, pièces. Même aussi, lorsqu'ils vont voir cette espèce de réacteur, test, qui ressemble à une pyramide inversée, oui, enfin ouais, c'est ouais. vraiment étonnant. Non, il y a vraiment, même si effectivement ils montrent pas la fabrication de la bombe de manière, directe, on en voit quand même des morceaux et ça suffit à, effectivement, démontrer que tout ça c'est filmé comme la fabrication en tout cas d'une sculpture ou quelque chose comme ça. Mmh mh, mmh mh. Ouais, ouais, ouais. Par rapport à ce que tu disais, donc, c'est assez intéressant sur la figuration de la physique quantique. Hem, alors, elle est faite de plusieurs façons et tu en as déjà un petit peu parlé et enfin, je pense que tu as encore beaucoup d'autres choses à dire. Mais je pense qu'une des façons assez intéressantes, qui a été utilisée dans le film, c'est, de finalement, presque représenter le personnage d'Oppenheimer comme un objet quantique. Parce que la caractéristique même de la physique quantique, c'est une double nature de chaque objet qui est à la fois particule et onde. Donc particule, c'est quelque chose de très tangible, hein, qui a sa place à un endroit précis et c'est ce qu'on arrive à visualiser et c'est vrai qu'il y a des fois des représentations, finalement très élémentaires, je dirais, d'Oppenheimer. Enfin, hem, où la personne, l'entité Oppenheimer est extrêmement tangible, extrêmement compréhensible dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle représente, et cetera. Et il va y avoir toutes ces autres scènes où on a un Oppenheimer qui est complètement fuyant, qui est assez impénétrable et qui là, a un peu cet aspect d'onde, pardon. Au contraire, donc de quelque chose qui est à la fois partout, qui est nulle part et qu'on ne peut pas vraiment saisir. C'est bien vrai parce que oui, heu, il y a cette idée quand même il est sculpté quoi. Il y a quelque chose de mais c'est ça qui est intéressant dans la manière où en fait Cillian Murphy est filmé comme une espèce de figure effectivement même de je sais pas, tu sais, de figure du musée Grévin quoi. Il y a quelque chose Oui, de complètement. Oui, 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 oui. Mais très, il a très il a il a de toute façon de base un physique qui est particulier. Il a un faciès, particulier qui est complètement, oui, retravaillé presque comme tu dis, effectivement comme une figure de cire en fait, ouais. dans cette image, ouais. Oui, il y a en fait, c'est intéressant et c'est ça où je trouve que le film est assez fort, c'est qu'on a un personnage qui est quand même assez antipathique, même en termes d'émotion, même dans son rapport avec les femmes, comment Oui, ne il est horrible avec les femmes, Oppenheimer, dans le film. Il est, oui, en même temps et il y a cette scène, quand même assez incroyable où ce serait presque lui qui pousse la tête de cette oui, femme, oui, dont j'ai plus le nom, incarnée par, Florence Pugh, oui, oui, qui, dans la baignoire, quoi, alors que c'est censé être un suicide. Ou est-ce que c'est ou là on est plutôt dans le domaine de l'espionnage, c'est un complot, mais en tout cas, il se figure comme si c'était lui qui faisait ça. Quelque chose d'assez mmh, intéressant, c'est qu'il nous échappe totalement. oui, oui, Euh, donc oui, ça rejoint cette idée effectivement qu'il est la personnification même de l'atome, ouais, de, de quelqu'un qui a des atomes crochus avec des mmh gens, ouais, voilà,
qui est aussi quelqu'un qui fuit, qui veut être hors du temps, et qui est en même temps rattrapé par le futur et ses actes, qui est rattrapé par la réalité, notamment cette séquence incroyable donc du discours. En fait, moi je crois que c'est le moment qui m'a vraiment fait claquer des dents où en fait il marche dans un corps calciné, quoi. C'est Mhm. vraiment Ouais. c'est très fort comme image, très Ouais, fort ouais, ouais. comme image, parce que ça veut dire qu'en fait il faut que les conséquences de ses actes lui apparaissent comme des cauchemars pour qu'il se rende compte de ce qui se passe. Parce que sinon, les Américains n'avaient pas accès aux images. C'est pour Bien ça qu'on sûr. les montre pas dans le film, finalement. Oui, 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 oui. Et oui, il y a ce truc un peu fuyant de. À la fin, il est totalement dans la fuite. Hein. Enfin, dans la Bien fuite, sûr. en tout cas, dans la fu- il ne fuit pas le procès, mais en tout cas, il est dans la fuite de la vie. Mhm. Comme s'il y avait une sorte de suicide hein, à la fin. Donc Bien c'est sûr, bien sûr. intéressant. Il est difficile à saisir comme un atome, en fait. Il est indissociable des visions qu'il a, en fait. Mm, mm, mm. C'est amusant. Toi, tu parles de suicide. Alors, effectivement, bien sûr qu'il y a un aspect suicide. Pour ma part, mais d'ailleurs, le mot est utilisé dans le film. Pour ma part, je vois plus une espèce de figure de martyr. Et en Oui, cela, d'ailleurs, la fin serait assez ambiguë dans le sens où Oppenheimer va s'auto-ériger comme un martyr, ce qui est quand même d'une prétention absolue. Et là, d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ça pour faire le lien avec un autre film, et j'y ai pensé pendant le visionnage, qui est le dernier film de Terrence Malick, hmm. avec le titre m'échappe. Une vie cachée. Une vie cachée, merci. Une vie cachée avec ce personnage de martyr. Et je me rappelle que j'avais écouté donc le podcast de Bégodeau sur ce film. Et Bégodeau qui avait beaucoup insisté sur l'aspect très antipathique du martyr, qu'on avait juste envie de le gifler, lui dire bon maintenant c'est bon, t'as fait ta tête de cochon, jure, je ne sais plus ce qu'il doit jurer, non, jure fidélité à Hitler, je ne sais trop quoi, et sauve la vie de tout le monde hein, en sauvant la tienne. Et que ce personnage refuse. Et là, dans Oppenheimer, on a même un peu ce côté-là aussi, je trouve, de martyr. Et j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de parallèles avec le film de Malik, voilà, ce personnage de martyr qui décide, voilà, j'accepte, je tends l'autre joue en permanence. Et avec toute l'ambiguïté morale qu'il y a derrière cette figure de martyr. Et bien entendu, là, l'autre film de Malik qui vient évidemment à l'esprit, c'est Tree of Life, avec ce Hmm. côté, enfin, avec vraiment enfin, la scène du Big Bang dans Tree of Oui. Life, et qui ici est vraiment rappelée dans l'explosion. Et d'ailleurs, on pourrait discuter, ça pourrait être intéressant, tiens, parler de cette explosion et quelles sont les explosions que ça a rappelé, parce que beaucoup de gens ont à raison parlé de l'explosion de la bombe dans l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks. Euh, Bref, il y a un certain nombre de. Voilà, il y a un certain passif dans la figuration de l'explosion et de sa signification. Je ne sais pas si toi, tu as ressenti ça aussi, tu as pensé à ces scènes également en voyant Oppenheimer. Ah, c'est pas des scènes auxquelles j'avais pensé, mais c'est vrai que. Bon, si, l'explosion de Twin Peaks, quand même, Oui, si. oui. Mais j'avais pensé à Malik. Alors, Oui, pas à un Malik en particulier, mais j'avais pensé à Malik notamment pour les plans très zénithaux de oui, bien la sûr. nature, Ouais, de ouais. ça. Bon, après, d'ailleurs, c'est amusant. Je crois que le film que cite, au-delà peut-être de Malik, le film que cite Nolan, c'est Le Miroir. D'accord, bah oui. Et c'est vrai, pour le coup, oui, Ouais, oui, ouais. évidemment, qu'il cite Le Miroir plusieurs fois, notamment, bah, déjà le mélange de temporalité entre le noir et blanc et la couleur, bon, voilà, c'est quelque chose que ne cesse de faire Tarkovsky dans Le Miroir. En mieux, à mon avis. Mais bon, après, ça, c'est. Mais c'est ce que fait, en tout cas, Nolan avec ça, c'est très intéressant. Et oui, oui, effectivement, on pourrait penser. Ouais, c'est vrai que la comparaison avec Une vie cachée est pas inintéressante parce que c'est vrai que tout le film, c'est un film en deux parties aussi.
Oui. d'ailleurs, parce qu'il y a une partie, il y a la première partie où il est avec sa famille, machin, et ensuite il y a la deuxième partie de son projet qui est en fait de refuser d'être un agitateur de conscience. Donc oui, la comparaison, elle est pas bête du tout, surtout que on a pareil deux personnages assez secrets, très. Moi, je me souviens. Alors, j'ai vu le film il y a très longtemps parce qu'en fait, il était sorti en 2019, je crois, ou 2018. Ouais, 2019. Oui. 2019, d'accord. Bon, et en fait, il y a cette sensation que dans le film de Malik, qu'effectivement, le personnage, on ne sait pas ce qu'il pense, on sait pas, on est un peu troublé, quoi. Il y a quelque chose de très incertain. Moi, ouais, ça me fait penser quand même un peu à ce que fait Bresson dans ses films avec ses acteurs totalement dépersonnalisés qui récitent des phrases comme n'importe quelle personne le dirait de manière très neutre. Et d'ailleurs, on peut rapprocher un condamné à mort s'est échappé d'une vie cachée quand même, hein. On n'en Oui, est pas oui. loin. Mais c'est vrai que c'est intéressant la manière dont, oui, Oppenheimer est un personnage, pareil, assez vide, mais vide d'émotions. Enfin, les seules émotions qu'il a, c'est cette construction de bombe, quoi. C'est vraiment ça. C'est là où on en revient quand même à la question quand même de l'ambiguïté, hein. Bien Le sûr. seul moment où il y a vraiment cette espèce de, de fascination, de grâce, c'est cette explosion. Et Oui. c'est le seul moment où Oppenheimer semble Ah, prendre son pied. l'explosion. Toi, tu as ressenti l'explosion comme un moment de grâce Pour lui, pour lui. D'accord. parce que tu as l'impression qu'il est en fait, qu'il en a à la fois peur et qu'il est subjugué par ce qu'il voit. Quand tu entends le rythme de sa respiration, ça fait ça, ça fait ça. Ça donne vraiment cette sensation qu'il est face, bah, peut-être la même sensation que peut avoir Frankenstein face à sa création, c'est-à-dire peur, une fascination, un amour. On ne sait pas. C'est ça qui est assez. On ne sait pas. De toute façon, on ne saura jamais ce qu'il en pense à ce moment-là parce que Oui, oui. on voit l'après, la culpabilité qui arrive, mais on n'a pas de manifestation claire de ce qu'il perçoit. À part, moi, c'est vrai que j'ai interprété comme ça parce que c'est une Oui, espèce oui. de respiration très très lente, comme si c'était une extase. C'est assez particulier. Et on dirait qu'il ne vivait que pour ça, en fait, depuis le Oui, début. oui, oui. Ouais. Mais d'ailleurs, toute la partie, je dirais à partir du moment où il se fait recruter par ce général, donc joué par Matt Damon, Oui. à partir de ce moment-là, j'ai j'ai eu l'impression, et j'ai beaucoup aimé ça, que le film était presque tourné comme un film de braquage, en fait. Ça m'a Oui. fait vraiment un espèce d'Ocean's 11 version, version atomique, où on constitue son équipe, on va choisir les bonnes personnes avec les bonnes compétences complémentaires, on va se partager les tâches, on va faire les plans, et il va y avoir celui qui va être un petit peu divergent et qui va vouloir récupérer le projet pour lui, il va y avoir les petites guerres d'ego, et à un moment, il y a l'élément perturbateur, c'est que maintenant la bombe, il faut qu'elle soit là dans 2 semaines, donc on fait l'essai dans 10 jours, et paf, hein, au moment où on veut faire l'essai, il y a un orage, une pluie, etc. Enfin bref, j'ai trouvé qu'il y avait Oui. vraiment toute une écriture qui me faisait vraiment penser à un film de braquage, avec finalement, dans le film de braquage, le moment de l'extase, c'est le moment où le braquage réussit, et on est soulagé d'avoir cet acte qui est immoral en soi. On parle quand même dans un sens, enfin, dans un film de braquage, c'est d'un vol, donc de quelque chose qui est prohibé par la loi. De l'autre côté, bien sûr, c'est encore pire, c'est le développement d'une arme de destruction massive. Mais Mmh. voilà, on a quand même cette espèce d'apothéose du film, d'extase au moment où paf, tout marche bien. Sauf que là, en
en coupant le son, j'ai trouvé que Nolan, et j'insiste sur cette coupure de son, j'ai vraiment apprécié ça, en nous laissant cette respiration, Nolan nous montre que finalement, en fait, on n'a rien accompli du tout. On n'a rien accompli du tout. Oui, on a réussi, mais cette réussite qui devrait être, enfin, le cœur du film, et j'ai presque envie de dire, c'est mal de dire ça, mais je suis allé voir le film en attendant la scène où on allait voir la bombe péter. Enfin, vraiment, c'était Mais presque beaucoup de une gens, je motivation pense, numéro une, hein. beaucoup de gens Pardon? sont allés pour ça. Mais oui, mais bien sûr, hein. Mais bien sûr, parce que c'est le côté spectaculaire, et je me suis dit: Comment il va figurer ça? Comment il va figurer l'infigurable?» Et bah, à ce moment-là, bah, il le figure de la façon finalement la plus banale possible, en fait. Cette explosion, elle est très banale, et d'ailleurs, j'ai vu, je sais plus qui, j'ai vu quelqu'un qui avait, reproché, alors bon, il y a eu beaucoup de reproches autour de la scène de l'explosion. Il y a eu ceux qui ont dit, comme, tu l'as souligné plus tôt, qui ont dit que, c'était une esthétisation de la mort, et à mon avis, je suis complètement opposé avec cette vision. Pour moi, il n'y avait rien d'esthétique dans cette scène. De l'autre côté, il y a ceux qui ont vu justement une scène particulièrement, oui, particulièrement excitante, et là encore, pour moi, c'est, oui, oui, en fait, il est vraiment pas tombé là-dedans. Il a complètement évité cet écueil, et c'est une scène qui est frustrante. Pour moi, c'est une scène qui est frustrante, et cette frustration, c'est ça qui fait que cette scène est forte. Parce que cette frustration, c'est le moment où on se dit, bah ouais, en fait, pourquoi j'ai attendu cette scène? Pourquoi j'ai attendu cette scène? Cette scène n'avait aucun Exactement. intérêt, cette scène est horrible, cette scène n'aurait pas dû avoir lieu, en fait. Ouais, Cette scène aurait pu ne pas avoir lieu. Pire que ça, cette scène aurait pu ne pas avoir lieu. oui, il y a un truc comme ça. C'est vrai quand même que ça, c'est très fort. Parce que moi, pour le coup, c'est une séquence qui m'a fait claquer des dents. En même temps, j'avais une espèce de larme d'émotion, Bien sûr. tu vois, comme si j'étais assez subjugué par ce que je voyais, dans le sens où c'était tellement impressionnant, tellement, et en même temps tellement flippant de se dire que c'est ça qu'on a balancé sur les autres. Mmh. Il y a Mmh. quelque chose de très fort dans cette séquence, comme d'ambiguïté, encore une fois, hein, Mmh mh, toujours, mmh moi, mh. je pense, où, je pense qu'on peut être saisi, enfin, il y a une forme de grâce dans le sens où vraiment cette scène, elle est simple, elle ne Oui, cherche pas à suresthétiser cette explosion, et pourtant, on peut y ressentir une forme de beauté, bien poétique. sûr, ouais. Mmh. Voilà, c'est ça, c'est cette fragmentation de la bombe, d'ailleurs, on évite un peu le plan iconique du champignon. Le champignon, on l'a complètement Heu, évité, oui, 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 déjà, oui. ça, c'est intéressant aussi parce que bon, on a tellement l'habitude de la voir, que là, non, et on a plutôt, heu, comment dire? On a plutôt une forme d'écho aux images du début, Mmh mh. Ouais, qui étaient, des gros plans sur des formes, ouais, abstraites. Là, ouais. pareil, on a une séquence où on a des formes fragmentées qui explosent, sans arrêt, qui Mmh sont mh. silencieuses et qui sont guidées surtout par la respiration d'Oppenheimer. Ça, c'est intéressant parce qu'encore une fois, on en revient à, comment Oppenheimer voit sa vision, se muer, en fait, évoluer, et et puis je pense que, ouais, finalement, le fait d'attendre l'explosion dans ce film-là, de la voir de manière spectaculaire, c'est quand même l'un des trucs les plus immoraux qui puissent exister. En même temps, Bien c'est sûr. quelque chose que je pense habite chacun de nous, parce qu'il y a des gens qui ont reproché au film, hein, de ne pas montrer l'explosion de manière Oui, 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 directe. oui. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le film met à l'épreuve aussi un peu, là-dessus. Mmh mh, mmh mh, mmh mh, mmh mh. Ouais, bah, tu verras, bon, je sais pas du tout au niveau des timings de sortie de cette vidéo et de la vidéo en question, mais sur, donc la chaîne de Microciné, je parle prochainement, ou peut-être je parle déjà, enfin, selon le moment où la vidéo sort et où les gens la regarderont. Je parle du rapport entre, Godard et Brecht, et pour moi, il y a un aspect brechtien, dans Oppenheimer, dans le Ouais. sens où on met à distance cette explosion. On met à distance cette explosion pour nous y faire réfléchir, et la scène est assez longue, si je dis pas de bêtises. Bon, Oui, j'ai oui. pas chronométré, mais je pense que c'est bien 1 minute,
Et 1 minute à voir juste du feu et un personnage qui respire fort, c'est long. Et tout ce temps-là, je trouve qu'il est vraiment, enfin, c'est le moment où on réfléchit de: «OK, bon, c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que ça aurait dû Ouais, arriver? Qu'est-ce qui aurait pu attendre?» Et c'est le moment aussi où on s'interroge, nous, comme tu dis, en tant que spectateur, de: «Mais pourquoi j'ai attendu cette scène, en fait? Pourquoi j'ai attendu cette scène? Pourquoi je suis déçu de ne pas voir le champignon?» Hem et et ça, je trouve que finalement, c'est assez fort, et c'est d'autant plus fort, et parce que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup à Nolan, et c'est quelque chose que je lui reproche moi personnellement, en particulier dans ce film-là, même si je suis un peu plus nuancé parce que là je trouve que ça a un sens. C'est des films bavards, hein, avec les personnages qui expliquent, mmh, qui expliquent, qui bien expliquent, sûr. qui nous racontent ce qu'on doit penser. Et là, cette scène-là, c'est la scène où Nolan ne nous dit pas ce qu'on doit penser et nous laisse réfléchir. Il nous donne le temps de réfléchir à ce que l'on voit, à ce que l'on veut, au sens que l'on veut donner à tout ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, moi alors moi, pour le coup, j'aime bien, les bavardages nolaniens parce que je trouve que ça va avec le projet Mmh. de mettre d'une forme de poésie, ou en tout cas, il y a un truc un peu, je sais pas, un peu solennel, dans tous ces échanges. Il y a quelque chose d'assez fascinant, en fait. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'aime bien, ces tunnels de dialogue, je trouve il est plutôt fort. Mmh. Et c'était paradoxalement ce qui m'avait un peu, déplu lorsque j'avais vu pour la première fois Inception, comme je te disais tout à l'heure. Mais là, comme dans Tenet, ça fonctionne très bien, je trouve, parce que en fait, ça permet encore une fois, ça va avec la représentation de la temporalité. Il y a pas de temps pour se poser et pour être dans le silence, quoi. C'est pas Mmh. possible. Et le seul moment où on peut se poser, c'est la vision d'Apocalypse. Mmh. C'est assez particulier, quoi. C'est Mmh vraiment, mh, mmh mh. très, 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 très particulier, ouais. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je disais que dans ce film-ci, ça ne m'avait pas choqué, Ouais. parce que je trouvais que le bavardage était important. Il faisait partie un peu du message du film, et également il fait partie du brouhaha, du brouhaha permanent, en fait. Du brouhaha du monde qui est la source numéro 1 de violence finalement, avant même la bombe. Ah, mais je crois que de toute façon que chez Nolan, il y a toujours ce truc le silence est assourdissant, en fait. Il y a toujours ce Mmh mh. truc, mais je pense aussi à la scène d'amarrage dans Interstellar, Mmh mh. qui n'est, dotée qui n'est, encore une fois, comment dire? Guidée par la musique. Tu vois? Mmh C'est, mh. comme un ballet un peu, Mmh. et il y a pas de son, externe, il y a que ça, et ça crée de la tension, ça crée aussi, une forme de beauté, en tout cas de grâce, encore une fois, et pareil dans Tenet, tu as ça aussi avec, les séquences d'inversion, heu, d'action, et cetera. Il y a toujours, il y a l'impression chez Nolan qu'il y a toujours quelque chose qui relève comment dire? D'une opposition en direct entre eux-mêmes, où en fait tout chez Nolan est toujours, contaminé par le temps, Mmh mh. et qu'il y a pas le temps d'y penser. En tout cas Oui. de de s'imprégner de ce temps qui existe. Mmh mh. Oui, oui. Donc Oui. ils sont obligés. Par exemple, bah, Tenet, c'est pareil, un film de braquage, hein, en quelque sorte, puisque Oui, c'est oui, une bien sûr. course contre le temps, Oui, oui. contre le futur, et on n'a pas le temps de s'aimer. Il y a quelques moments où c'est le cas, mais il y a pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Il y a pas le temps de Oui. malgré tout l'emballage assez chic, un peu James Bondien de Tenet, il y a quand même là où, bah, c'est contraire un peu à James Bond, parce que dans James Bond, il a le temps de s'amuser, il a le temps de faire ce qu'il veut, il a le temps de mais là non, il y a pas le temps du tout, il y a pas le temps de s'arrêter. C'est comme Mmh un mh, mmh train mh. qui est lancé, voilà, sans arrêt, et c'est ça qui est intéressant Mmh. pareil dans Oppenheimer, parce que la course, contre le temps, c'est la course contre les nazis, et donc et qui finalement, comme tu disais tout à l'heure, se finira sur, une action de convenance, quoi. Parce que
on aurait pu très bien ne jamais lancer la bombe sur Hiroshima et Nagasaki, puisqu'ils étaient prêts à capituler depuis le début, et qu'en fait, ils ont fait ça juste parce que Hirohito ne voulait pas, il voulait pas qu'on enlève Hirohito, qu'il n'y ait plus d'empereur, quoi. En fait, ce qu'a fait les États-Unis avec cette bombe, c'est qu'ils ont littéralement mis en place l'action de pacification. Ils ont pacifié, quoi. Ils ont vraiment détruit quelque chose pour pouvoir reconstruire quelque chose qui est à leur image. En fait, on est dans un mélange de. Alors, c'est incroyable parce que on est dans un mélange de hard power et de soft power. Où on va balancer une bombe, donc il y a une action militaire, et en même temps, on contamine doucement le pays. Et ça va avec la manière dont est traité le personnage d'Oppenheimer dans la deuxième partie et son rapport avec l'État. Avec ces scènes assez diaboliques, horribles, de la rencontre avec Truman. Oui. Où Truman se soucie guère des états d'âme et tout ce qu'il veut, c'est la grandeur de l'Amérique. Et qui était à la base quelqu'un qui était plutôt dans ce genre-là, c'était Oppenheimer, parce qu'il faisait ça par patriotisme. Bien aussi peut-être par haine de l'Allemagne, parce que faut oublier que beaucoup d'Allemands sont partis, ont rejeté l'Allemagne, donc se sentaient plus allemands. Donc peut-être ont acquis une germanophobie, c'est possible. Et c'est ça qui est intéressant avec Oppenheimer, c'est que c'est un personnage qui est exactement ce qu'il dénonce dans la deuxième partie, comme Truman qui tend le mouchoir pour parce qu'en fait Oppenheimer lui dit je suis inquiet, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc il lui ouvre en fait il lui montre son humanisme, peut-être, le projet, en tout cas, qui était un peu utopique derrière, d'empêcher l'utilisation de la bombe nucléaire à des fins guerrières. Et finalement, non, c'est tout le contraire qui se passe. C'est ça qui est terrifiant. Et c'est ça qui revient à l'idée que chez Nolan, le dialogue, en tout cas, est quelque chose de... En fait, c'est toujours lié à la représentation du temps. C'est-à-dire que il y a ces dialogues à rallonge ou entre les équipes qui parlent de peut-être tu dois faire tel truc, il faut faire tel truc, machin. Il y a quelque chose qui relève du flux aussi, encore une fois. Et on voit d'ailleurs que les dialogues, la gestion des dialogues entre la temporalité, la première temporalité et la deuxième est différente. Parce que les dialogues, en tout cas, qui sont du côté de Strauss, sont plus protocolaires. Alors que les dialogues qui sont liés à la fabrication de la bombe, etc., c'est plus amical, il y a même de l'humour parfois. Le film est assez drôle à certains moments parce que mais en même temps, encore une fois, tous les dialogues sont rattrapés par le temps du futur, quoi. C'est assez terrifiant. Ouais, complètement. Alors, peut-être que là, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle. Je te propose 2 petites dernières questions. Parce que là, on a été très élogieux sur le film. J'ai pas envie qu'on se fasse taper dessus. Donc, disons du mal aussi. Qu'est-ce que tu reprocherais au film? Qu'est-ce que tu n'aurais pas aimé, par exemple? Je pense que la seule chose que je pourrais reprocher au film, c'est peut-être l'aspect brouillon du début, mais en même temps, et peut-être encore une fois les dialogues, effectivement, qui fonctionnent pas tous tout le temps. Peut-être la représentation de la femme, moi, qui me gêne parfois, parce qu'on sent que Nolan n'est pas très à l'aise avec ça, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça va avec le personnage. Donc, si tu veux, tous les défauts du film sont toujours rattrapés par le traitement thématique. L'ensemble. C'est vraiment cette idée que même le début un peu brouillon, je me dis, par rapport à ce qui vient après, c'est un peu nécessaire, même si c'est pas facile à faire passer. C'est ça aussi qui est compliqué. Est-ce que c'est la radicalité du film qui fait que parfois il oublie qu'il faut être un peu plus mesuré? Je sais pas. Mais sinon, globalement, oui, la musique est peut-être un peu trop utilisée, pareil, mais bon, ça rejoint encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, le brouhaha. Oui. Donc, ouais, j'ai un peu de mal à critiquer le film parce que je suis encore dedans un peu. Donc, j'ai pas forcément le recul total, mais
Ouais, je dirais qu'il a. Bah, enfin, après, il faut être honnête, il a les défauts du cinéma de Nolan. Ouais, Voilà, oui. c'est surtout ça. Mais moi, ces Ouais. défauts-là, je les aime bien. Ça fait partie de la chose aussi. Mm. Mais surtout, enfin, comme tu dis, j'ai l'impression que ces défauts, ils ont été compris par Nolan, en fait, et que dans ce film, il utilise ces défauts comme des qualités, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai, il a. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient sur ses derniers films, en fait. J'ai l'impression qu'il est dans une maîtrise plus claire de ce qu'il essaye de développer depuis des années dans ce rapport au temps, dans ce rapport à la Mm, technologie, dans ce rapport à l'esthétique. Oui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais moi, j'ai moi-même une sorte de fascination pour la technologie, pour même la simple représentation esthétique de la technologie et son mouvement. Et mm, je trouve que dans le film, il arrive à faire ça. Et d'ailleurs, il y a en fait, à l'instar d'un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est Mission Impossible 7, il y a une impression qu'en fait, les personnages sont indissociables des moyens technologiques qu'ils manipulent, en fait. mm, mm. On dirait qu'il y a une fusion des corps, un peu, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ouais, complètement. Alors, on arrive à la dernière question. Alors, la dernière question, c'est une question personnelle, et tu as commencé à y répondre un peu dans la question précédente, hein. Du coup, voilà. Euh, donc, comme on l'a dit tout au départ, quand je t'ai présenté, tu réalises toi-même des films, du court-métrage, long-métrage, qui est un style qui commence à s'affirmer, je trouve, et à être de plus en plus personnel. Comment tu dirais que... Est-ce que tu dirais qu'un film comme Oppenheimer peut avoir sur le court ou le moyen ou long terme des influences sur ce que tu as envie de filmer, sur la façon dont tu filmes, sur la façon dont tu conçois tes films, ou est-ce que tu penses que ça fera partie de ces visionnages que tu as appréciés, mais qui ne pénétreront pas dans ton propre univers créatif? Euh, alors, je ne saurais pas trop comment expliquer ça, mais je pense que Oppenheimer, en tout cas, c'était un peu déjà là. Parce que la manière qu'a, en tout cas, Nolan de filmer le rapport qu'entretient son personnage avec ce qui l'entoure, etc., c'est quelque chose qui, moi, me travaille aussi. Mhm. C'est peut-être pas un film qui va m'inspirer, mais par contre, c'est un film avec lequel je rejoins enfin, qui en tout cas est assez proche de mes propres obsessions. Donc ouais, je sais pas si c'est un film qui va m'inspirer. Mhm. Euh, Après bon, Nolan, moi, il a quand même eu un impact sur moi. Après, il y a un truc quand même qui est assez intéressant, c'est que ce film-là, Oppenheimer, est assez proche de Koenigsegg, de Godfrey Reggio Oui, sur oui, certains oui. aspects, notamment sur sa fin, Mhm. sachant que le film de Reggio est une inspiration personnelle qui est très importante pour moi. Donc je pense que, en tout cas, le projet de Nolan n'est pas très éloigné du mien, c'est sûr, Mhm. sur certains aspects, notamment le jeu du temps. C'est vrai. Oui, 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 oui. Oui, Voilà, c'est ce complètement. qui est intéressant. Bon, bien, ça, on le verra dans tes prochaines réalisations. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vont sortir tes prochains films. Tu me Alors, tiens un petit peu au courant sur Twitter, mais bon, tu il as y a quelque l'occasion chose d'en qui devrait parler. arriver en septembre, octobre. Magnifique. Court, long, Voilà. Hein? court, long, moyen, Long, long. c'est temps. Ah, temps déjà. Ah, encore. Oui, Je oui, bah oui. comprends. Temps qui, Oui, oui. qui approche à sa moitié de réalisation, là, donc ouais. D'accord. D'accord, bah du coup, on va suivre ça avec grand plaisir. Tu communiques hein, bien sûr là-dessus sur Twitter. Ton Twitter, c'est Artopolis, je crois. Ouais, Euh, et naturellement également sur ta chaîne. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette discussion. J'avais vraiment très, merci à très, toi. très envie d'en parler avec toi. Initialement, d'ailleurs, en sortant du film, je me suis dit que j'avais envie de discuter du film avec toi, Ah, mais super. juste pour la discussion. Et je me suis dit que cette discussion, on pouvait la filmer et la, et la publier. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a filmé et on va publier, on va mettre en ligne ça ce soir ou demain. En tout cas, du coup, Nicolas, merci beaucoup pour ton temps et pour nous avoir, enfin,
avoir donné ton point de vue sur le film. C'était vraiment très, très intéressant d'avoir un peu cette vision, je dirais, contrastée par quelqu'un qui est cinéphile, mais qui aime bien Nolan, ce qui n'est pas toujours le cas. Et Mmh. tu l'as dit, tu l'as dit toi-même, c'est souvent aussi une certaine posture, parce que Nolan est un cinéaste, à mon avis, par lequel beaucoup de gens rentrent en cinéphilie, se mettent à aimer le cinéma avec Nolan, et forcément, en commençant à accumuler de la culture, on découvre d'autres choses et on critique les gens par lesquels on est rentré. Et c'est comme ça que beaucoup de gens crachent un peu par principe sur des Nolan, un Spielberg, etc. Ouais, Du voilà. coup, c'est vraiment, enfin, c'était aussi pour ça que je sais que toi, tu as dépassé ce stade-là, et c'était aussi pour ça que ça m'intéressait d'avoir cette discussion qui serait pas une discussion de principe de quelqu'un qui aime ou qui déteste Nolan, mais de quelqu'un qui s'intéresse à des films, quels qu'ils soient. Donc merci énormément pour ta présence, et bah, merci d'avoir regardé la vidéo à ceux qui sont encore là, qui ont eu le courage de regarder ces 1h20 de discussion. Et bah, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui devrait sortir assez prochainement.